Bonjour à toutes et à tous. L'ensemble du gouvernement reste pleinement mobilisé pour protéger les personnes en situation de handicap, les familles et les aidants, notamment celles identifiées comme vulnérables au regard de la liste du HSCP du 20 avril 2020. L'état d'urgence sanitaire a été rétabli par décret le 17 octobre face à la reprise de l'épidémie. Dans le cadre du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi 4 novembre sa prolongation jusqu'au 16 février 2021. Le projet de loi permet notamment de prolonger 2 ordonnances du 25 mars 2020 importantes pour les droits des personnes en situation de handicap et les prestations. Celle relative à la prolongation des droits et prestations permettra le maintien automatique de l'ensemble des droits, sauf si la commission des CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au sein des MDPH, a pris une décision nouvelle durant cette période. Celle relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements et services médico-sociaux pour leur permettre d'adapter leurs prestations et de déroger à la limitation à 92 jours et de maintenir leur niveau de financement prévu. Tout établissement et services médico-sociaux reste ouvert pour éviter les ruptures dans les parcours de soins et garantir la continuité de l'accompagnement médico-social. C'est la grande différence. Tous les établissements sociaux, services médico-sociaux restent ouverts. L'information de tous, adaptée aux besoins de chacun, est primordiale. Le communiqué de presse du 20 octobre détaillant les mesures concernant les personnes en situation de handicap et leurs aidants, publié le 29 octobre, une foire aux questions, FAQ, dédiée à la reprise de l'épidémie, remise à jour régulièrement et consultable sur notre site handicap.gouv.fr. Pour maintenir l'accès à l'information de tous, nous mettons régulièrement à jour ces informations, mais surtout, nous les mettons en accessibilité. Aujourd'hui, sous-titrage, LSF, diffusion de fiches en facile à lire et à comprendre pour toutes les informations. Il est capital de garder cette accessibilité universelle en ces temps de crise encore plus. Ce point presse est retransmis en direct et sera disponible en replay sur les réseaux sociaux avec traduction en langue des signes pour les personnes malentendantes. Je remercie les interprètes. J'organise des points d'information réguliers avec l'ensemble des acteurs du secteur du handicap par visioconférence hebdomadaire. Les directeurs d'ARS, les organismes gestionnaires d'établissements, les associations et leurs fédérations, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, les directrices et directeurs des MDPH avec la CNSA, les présidents de conseils départementaux et l'Association des départements de France, les parlementaires, les élus, encore la semaine prochaine les organisations syndicales et patronales pour disposer des dernières remontées du terrain, identifier au plus vite les sujets de préoccupation pour réagir, être au plus près des besoins des personnes. Permettez-moi un point de situation épidémiologique. Comme l'a rappelé le ministre Olivier Véran hier, la deuxième vague est là et elle est violente. La France est le pays qui compte le plus grand nombre de cas. Toutes les régions sont concernées. Toutes. 58 046 personnes ont reçu un test positif mercredi 4 novembre. Sur 3 000 nouveaux malades accueillis dans notre système de soins, 347 étaient en réanimation. 2 millions de tests sont réalisés par semaine. La pression est forte sur les lits de réanimation. 85% sont aujourd'hui occupés et plus de 8 000 décès depuis septembre. Nous assurons un suivi actif des dernières données épidémiologiques remontées concernant les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées. Au niveau national, sur les 7 derniers jours, concernant les personnes en situation de handicap, les derniers chiffres communiqués par l'adresse indiquent que, au sein de près des 11 250 établissements et services médico-sociaux, ce qui représente environ 250 000 personnes en situation de handicap concernées, 3 789 nouveaux cas Covid ont été confirmés dans les établissements, soit à peu près 1,55% des personnes. Nous avons à déplorer le décès de 18 personnes en établissement pour ces 7 derniers jours. Santé publique France m'a indiqué que depuis le 13 juillet, c'est-à-dire depuis le rebond épidémique, 39 décès étaient recensés, 28 à l'hôpital, 11 en établissement. Nous constatons donc une augmentation depuis plusieurs jours. C'est pour cela
que je tiens à réaffirmer l'importance de respecter le protocole sanitaire, les gestes barrières, la distanciation physique. Au niveau des services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAAD, nous organisons des points réguliers avec les acteurs de terrain et avec ma collègue aussi Brigitte Bourguignon. Certains sujets de préoccupation localisés concernent l'approvisionnement en équipements de protection individuelle, les EPI, nous ont été remontés par les fédérations et les professionnels. Il n'y a à ce stade pas de tension majeure, mais nous sommes extrêmement vigilants et mobilisés. Permettez-moi de faire un point sur l'accès aux soins garantis pour les personnes en situation de handicap. Tout d'abord, la continuité des soins. Les personnes handicapées doivent bénéficier des mêmes soins que l'ensemble de la population. Le handicap ne peut être un critère de refus de soins, qu'il s'agisse d'hospitalisation ou de réanimation. L'activité des professionnels du secteur médico-social, qu'elle s'exerce en libéral ou dans les structures, est maintenue pour assurer la continuité des soins, notamment en rééducation. Comme l'a rappelé le ministre Olivier Véran hier, la coordination entre les établissements de santé, les EHPAD, les établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées est plus que jamais nécessaire pour limiter la pression sur les hôpitaux. Le ministre l'a précisé également hier, l'accès aux soins en santé mentale doit être préservé. Dans le cadre de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, les agences régionales de santé continueront bien le déploiement sur l'ensemble du territoire national des plateformes de repérage et d'intervention précoce pour les enfants présentant un trouble du neurodéveloppement. Il en va de la continuité des soins, c'est extrêmement important. La prise en charge des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Un référent handicap sera nommé au sein de chaque centre hospitalier universitaire pour la prise en charge médicale des personnes en situation de handicap. Dans chaque SAMU, centre 15 et 114, un référent médical handicap pour l'évaluation de la spécificité de la prise en charge des personnes handicap est ou sera présent. Des fiches réflexes élaborées avec les associations de personnes sont diffusées pour assurer la prise en compte des fragilités propres à certains handicaps et je remercie les associations pour leur travail de co-construction sur ces fiches. Pour anticiper la prise en charge à l'hôpital, les établissements et services médico-sociaux et les proches aidants sont invités préventivement à renseigner le dossier de liaison de la personne handicapée en vue d'une éventuelle hospitalisation d'urgence. Lorsque l'hospitalisation est nécessaire, les personnes en situation de handicap, particulièrement les personnes handicapées vieillissantes, bénéficient de la filière d'admission directe dans les services hospitaliers prévue par la stratégie de prise en charge des personnes âgées. Cette filière permet d'associer capacité hospitalière de court terme, soins de suite et de réadaptation, les SSR, hôpitaux de proximité et établissements privés. En cas d'hospitalisation, la présence d'un aidant, professionnel ou familial, auprès de la personne handicapée est assurée à titre exceptionnel et dans les conditions très strictes de sécurité lorsque l'établissement de santé n'est pas en mesure d'apporter l'accompagnement nécessaire. Enfin, les équipements de protection individuelle des personnels. Les masques FFP2 sont réservés en priorité à l'usage des professionnels de santé réalisant des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres au niveau de la sphère respiratoire d'un patient atteint ou suspect de l'être. Cela s'applique aussi bien pour les établissements sanitaires que médico-sociaux. Pour tous les autres professionnels, ce sont les masques vraiment de tissu, les masques de ville. L'organisation de la continuité de l'accompagnement pendant la crise pour éviter les ruptures dans le parcours. L'ouverture de l'ensemble des établissements médicaux et services. Je vous l'ai dit, il reste ouvert. L'ensemble pour enfants et pour adultes, internats, externats, ainsi que les accueils de jour et les plateformes de répit restent ouvertes. À compter du 5 novembre 2020, les règles sanitaires sont réactualisées avec le nouveau protocole ESMS qui définit la conduite à tenir et le renforcement des mesures nationales de protection pour les établissements dans le cadre du confinement annoncé par le président de la République. Ce protocole a été diffusé. Je rappelle, le droit de visite dans les établissements médico-sociaux est maintenu, mais encadré, sur rendez-vous, en pratiquant vraiment les précautions sanitaires du protocole. Les personnes hébergées en structure ont la possibilité de rentrer chez elles le week-end, si aucun cas de Covid-19 n'est avéré dans l'établissement ou la famille. Nous voulons maintenir ce lien.
Il est si important, rompre l'isolement et assurer la continuité là où habite la personne. Le fonctionnement des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Les différents services à domicile pour les personnes handicapées sont maintenus. Tous les professionnels du soin, du service à la personne doivent pouvoir continuer à fonctionner le plus normalement possible. Il en va de même pour les maisons départementales des personnes handicapées qui restent ouvertes pour assurer l'accès aux droits des personnes. Elles restent ouvertes avec un accueil physique qui sera adapté à les situations sanitaires de chaque territoire et j'ai toute confiance dans les équipes pluridisciplinaires de la MDPH pour mettre en place ces protocoles. Les règles de fonctionnement des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les CDAPH, seront par ailleurs simplifiées afin d'assurer une continuité de service auprès des personnes et de leurs familles. Faisons un petit focus sur les parcours de vie des personnes en situation de handicap. Se déplacer. La prise en compte de toutes les situations particulières des personnes en situation de handicap a été une de mes priorités. Les dérogations pour les déplacements des personnes en situation de handicap et leurs aidants sont prévues. Comme le président de la République l'a signifié, les personnes en situation de handicap peuvent donc bénéficier des souplesses dont elles ont besoin. Nous travaillons à l'accessibilité de l'ensemble des attestations qui sont téléchargeables sur handicap.gouv et en langage FALC. Et je voudrais préciser que pour les personnes non-voyantes, elles sont exemptées d'attestation. C'était une demande forte et c'est fait. Se protéger enfin. 4 modèles de masques à fenêtre ont été mis en circulation pour prendre en compte les difficultés à communiquer de certains publics. Les personnes sourdes, certes, mais aussi certaines personnes avec un handicap cognitif ou intellectuel. À titre d'exemple, APF France Handicap produit à lui seul 500 000 masques inclusifs par mois. Les services de l'État sont intervenus pour accompagner les fabricants dans les premiers prototypes pour améliorer leurs produits, conduire les tests de perméabilité et de respirabilité au sein de la Direction générale de l'armement, que je remercie pour son travail énorme qu'elle a fait cet été, puis intégrer en ses spécificités dans le cahier des charges de masques grand public, permettant de nouveaux fabricants de se lancer sur ce type de masque. Le parcours de vie, c'est aussi l'accès à l'école. Les crèches, écoles, collèges, lycées restent ouverts pour permettre la continuité scolaire et pédagogique. Les lycées seront désormais ouverts en demi-groupe. Les accompagnements par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile, les CESAD, au sein des établissements scolaires, ainsi que l'accompagnement des libéraux sont maintenus, ainsi que les équipes mobiles d'appui à la scolarisation. Cette coopération, elle est essentielle, elle perdure. Le protocole sanitaire a été renforcé avec la publication le 2 novembre du guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte de la Covid-19. Les maternelles, les dispositifs Ulysse ainsi que toutes les classes ayant des élèves malentendants et sourds sont en cours d'équipement en masque à fenêtre. Un marché de commande publique a été prévu par les services de l'État. À ce jour, plusieurs ministères ont fait des commandes importantes, dont bien sûr le ministère de l'Éducation nationale. 410 000 masques à fenêtre ont été commandés par l'État, dont principalement le ministère de l'Éducation nationale, et sont en cours de livraison. Et je tiens aussi à souligner que 400 000 masques à fenêtre ont été commandés par les collectivités territoriales. Une dérogation du port du masque est prévue pour les enfants en situation de handicap qui ne sont pas en capacité de le porter, que ce soit dans le transport scolaire ou à l'école, sur la base d'un certificat médical qui peut être délivré aussi par le médecin scolaire. Une souplesse a été prévue toute cette semaine jusqu'au lundi 9 novembre pour la présentation de ce certificat. Une attestation unique pour aller à l'école est identique à celle pour aller en établissement et services médico-sociaux et disponible. Enfin, nous maintenons bien sûr l'accessibilité des enseignements à distance, un ensemble de ressources pour accompagner la scolarisation des élèves en situation de handicap, parce que peut-être ils ont une fragilité particulière, et notamment les supports pédagogiques accessibles à tous sont en libre accès sur le site Eduscol, et pour les professionnels de l'enseignement agricole, la plateforme Chlorophylle qui propose un contenu adapté. L'enseignement supérieur. À l'université, dans les établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, la poursuite de l'enseignement est assurée à distance. Seuls les travaux pratiques pourront être maintenus en présentiel. Ces dispositions s'appliquent, y compris dans les centres de réadaptation professionnelle des CRP. Sur l'emploi maintenant, 3 volets. Le maintien dans l'emploi. Cette nouvelle période de confinement constitue une difficulté supplémentaire pour le marché de l'emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que pour les travailleurs handicapés.
Les stéréotypes liés à la vulnérabilité accrue d'une personne handicapée y contribuent. L'activité des professionnels des personnes ne présentant pas de facteurs de risque est donc maintenue. Pour les travailleurs en situation de handicap, le télétravail est à privilégier lorsque cela est possible. Des mesures dans la durée sont prises par la GFIP et le FIP pour protéger dans cette période l'emploi des personnes. Des aides pour l'adaptation des équipements, sur le lieu de travail mais également au domicile, sont disponibles. Sur le champ de l'aide du transport domicile-travail, c'est étendu pendant la durée du confinement. 80% des masques dits inclusifs pour les salariés handicapés et leurs collègues sont pris en charge par l'État. Le numéro d'appel gratuit, le 0800 11 10 09, correspond aux cellules d'écoute psychologique ouvertes pour permettre aux personnes d'être soutenues psychologiquement pendant la crise sanitaire et d'aborder la reprise du travail, la recherche d'emploi ou bien encore la sortie ou la poursuite du télétravail. Toutes ces aides sont disponibles et le détail de ces aides sur le site internet. Des dérogations de port du masque valables dans les transports et au travail ont été mises en place pour les personnes en situation de handicap qui ne sont pas en capacité de le porter. Les établissements et services d'aide par le travail, ESAT, ainsi que les entreprises adaptées restent ouverts, sauf s'ils sont concernés par les règles de fermeture administrative, notamment pour le secteur de la restauration. Les personnes qui ne peuvent pas travailler continueront à bénéficier du chômage partiel. Les travailleurs handicapés vulnérables en ESAT pourront obtenir des indemnités journalières dérogatoires avec garantie de rémunération. Et enfin, nous maintenons bien sûr les dispositifs d'emploi accompagnés pour les sécuriser dans leur emploi. Nous avons aussi des aides pour les entreprises. Le plan France Relance marque la volonté du gouvernement de soutenir et dynamiser l'emploi des personnes en situation de handicap. Ces dispositifs d'accompagnement dans l'emploi sont renforcés. 100 millions d'euros sont consacrés à l'aide au recrutement d'une personne en situation de handicap, dont 15 millions spécifiquement fléchés pour l'emploi accompagné. Les dispositifs d'accompagnement dans l'emploi sont renforcés, avec une aide à l'embauche de 4 000 € sans aucune limite d'âge pour les personnes handicapées a ainsi été créée. Une aide forfaitaire comprise entre 5 et 8 000 € est versée pour les contrats d'apprentissage, toujours dans cette même période entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Et en complément, les aides à l'apprentissage et au recrutement sont proposées par la GFIP et le FIP, autour de 1 500 € pour soutenir l'employeur et l'apprenti. Dans ce même cadre de soutien à l'emploi, je souhaite vous dire que nous maintenons la 3e édition du DuoD le 19 novembre 2020, jeudi 19 novembre, pendant la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap ne doivent pas être les premières touchées par les difficultés économiques liées au contexte épidémique. Cet événement, qui consiste à former un binôme, un duo, composé d'une personne en situation de handicap et d'un salarié, d'un collaborateur dit valide, le temps d'une journée vise à faire tomber les préjugés, favoriser l'emploi des personnes handicapées, favoriser aussi leur carrière, lever l'autocensure des personnes elles-mêmes. Lors de l'édition 2019 du DuoD, 6 800 employeurs et 2 400 structures d'accompagnement se sont engagés, mobilisant 26 000 participants, employeurs et personnes, dans le cadre de 13 000 duos. Du fait du confinement, une majorité de rencontres se fera à distance. Le distanciel est privilégié. Pour 2020, nous avons déjà plus de 13 000 offres d'employeurs qui ont été proposées sur la plateforme par 5 600 employeurs et plus de 15 000 personnes handicapées ont candidaté. La constitution de duos peut être réalisée jusqu'à la veille de l'événement. N'hésitez pas, maintenez-les, faites-les en distanciel, mais maintenons le DuoD. Enfin, la vie sociale, les pratiques sportives, tous les équipements recevant du public couverts de plein air ou du territoire sont fermés au public. Cependant, conscient que la pratique sportive est essentielle pour le bien-être physique et moral, des dérogations ont été obtenues pour permettre aux personnes en situation de handicap ou celles disposant d'une prescription médicale d'activité physique adaptée peut exercer une activité sportive. Les élus des collectivités locales et les maires ont été incités à permettre l'accès à ces équipements pour les publics prioritaires, dès lors que les protocoles sanitaires renforcés sont adaptés. Enfin, je voudrais vous dire que nous avons un numéro gratuit d'appui dans le cadre de la crise. Ce numéro d'appui, il a été lancé pour les interrogations spécifiques des personnes en situation de handicap et leurs aidants. Il est disponible sur tous les territoires au 0800
360, 360. Il est fait pour répondre massivement d'abord à toutes les questions, toutes les préoccupations des personnes handicapées et de leurs aidants, pour assurer la continuité des soins, qui est parfois compliquée, et pour fournir un accompagnement renforcé pour les besoins rendus encore plus complexes ou les troubles aggravés durant tous ces mois. C'est pour ça que nous sommes extrêmement sensibles à accompagner et soutenir les aidants. Je vous rappelle 8 à 10 millions de Français qui accompagnent un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap. Je rappelle l'entrée en vigueur de l'indemnisation du congé proche aidant depuis le 1er octobre 2020 pour permettre justement la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. 44 € par jour pour une personne en couple, 52 pour une personne seule, pendant 3 mois renouvelables jusqu'à 12 mois sur toute la carrière. Les solutions de répit restent ouvertes. 30 000 places de répit temporaire sont à disposition. Du fait d'une circulation particulièrement virulente du virus, il est nécessaire d'appeler une nouvelle fois à la plus grande vigilance concernant le respect des règles du confinement, les gestes barrières et de la distanciation physique. Je rappelle également qu'il est important d'activer l'application Tous Anti-Covid pour nous aider à freiner le virus. Et surtout, vous avez des informations extrêmement pratiques, notamment le téléchargement de l'attestation de dérogation. Je vous remercie pour votre écoute, mais je voudrais vous dire que le comité interministériel du handicap, qui avait dû être ajourné en raison de la mise en place du reconfinement, se tiendra bien le lundi 16 novembre matin, ce qui correspond également au lancement de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, au sein de laquelle se tient également le DUOD le 19 novembre. Donc une semaine où justement les personnes en situation de handicap vont pouvoir être vraiment à l'écoute, nous allons être à leur écoute, nous allons pouvoir déployer l'ensemble, et je dis bien l'ensemble du gouvernement à travers ce CIH puis cette semaine européenne, l'attention auprès des personnes en situation de handicap et leurs aidants. Je vous rappelle tout simplement que quand les enjeux du handicap avancent, c'est toute la société qui progresse. Nous sommes tous gagnants et nous sommes tous concernés. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Merci. Je crois que c'est Emmanuel Del Secco qui regroupe l'ensemble des questions pour ses collègues. Ouais. Oui, bonjour. Enfin, on est deux. Je passerai la parole à ma consoeur tout à l'heure. J'ai une question de Franck Seret de Fairface. Vous avez mentionné les possibilités de visite dans les établissements, mais on constate que dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Certains établissements montrent que les règles ne sont pas suivies. Quelle est la portée de ces règles? Et ont-ils le droit d'appliquer des consignes plus strictes, même si aucun cas de Covid n'est détecté au sein de l'établissement? Et quels sont les recours des familles? Alors là, les consignes sont très claires, dans les protocoles, elles ont été extrêmement claires. Nous voulons absolument maintenir les visites. Donc en fait, chaque fois qu'il y a par exemple une application trop stricte, il nous est mentionné en effet, et nous réinterpellons immédiatement les agences régionales de santé pour qu'elles fassent appliquer les consignes en bonne et due forme. Donc mes visios hebdomadaires et presque très régulières avec les organismes gestionnaires nous permettent justement d'être réactifs, excessivement réactifs quand il y a, je dirais, des applications beaucoup trop strictes, toujours en vue de protéger. Mais protéger, c'est bien, mais il faut garder le lien, c'est indispensable. Et ça a été vraiment le souhait du gouvernement de maintenir dans les établissements médico-sociaux les visites et les possibilités de sortie. Donc je le redis haut et fort, c'est ainsi que cela doit être. Mais concrètement, les familles, elles s'adressent à qui en cas de problème? Concrètement, elles s'adressent déjà à leur chef d'établissement. Il y a un conseil de la vie sociale aussi, ça doit être fait collégialement. Et puis s'il y a un problème, à l'autorité compétente, c'est-à-dire à l'agence régionale de santé, qui est la tutelle de l'établissement. Alors, toujours Franck Seret, sur la question des aidants. La crise sanitaire remet en valeur, si besoin en était, le rôle des aides à domicile. Le gouvernement a validé une hausse de 2,2% en janvier 2021 des salaires dans la branche des services associatifs d'aide à domicile et ouvert la porte à une revalorisation plus importante en avril 2021 avec l'affectation de 150 à 200 millions d'euros à cette fin. Cette enveloppe devant être abondée par les départements pour monter à 400 millions. Alors, qu'en est-il des salariés embauchés directement par les particuliers employeurs?
Ils n'ont pas le droit à la prime Covid, contrairement à leurs collègues salariés de service. Vont-elles également échapper à une revalorisation salariale qui passerait par une augmentation du tarif horaire de la PCH emploi direct? Est-ce que c'est prévu? Alors, pour les professionnels qui sont employés directement par les personnes handicapées, qui sont donc employeurs directs, on est un peu dans la difficulté d'abord pour les identifier, pour identifier justement le niveau d'activité. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à vous donner sur ce sujet particulier. On a des grosses difficultés d'identification, de niveau d'activité, mais j'ai bien entendu les questionnements. Bonjour, vous m'entendez? Il y a une question sur l'absentéisme dans les établissements. On voudrait savoir si vous avez des données sur l'absentéisme dans ces établissements. Est-ce qu'il y a des besoins de renfort RH? Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements, donc le nombre d'établissements touchés par des cas Covid? Voilà, en gros. Les renforts RH ne sont-ils pas priorisés sur le sanitaire? Des mesures d'assouplissement sur les heures supplémentaires sont-elles envisageables? Alors, plutôt que de parler d'absentéisme, je dirais que c'est des problèmes de recrutement, des problèmes aussi parfois de renfort de personnel, et puis des problèmes aussi de personnel qui sont eux-mêmes touchés par le Covid, donc qui sont malades actuellement. Donc il est impératif en effet d'assurer la continuité des soins et des accompagnements, dans le strict respect bien sûr des mesures de protection, et puis de soutenir aussi les aidants comme je l'ai vu. Donc pour la continuité des soins, il y a des mesures en cours. Par exemple, les forfaits d'intervention des professionnels libéraux au sein des ESMS, qui permettraient une vraie souplesse, et c'est demandé par les associations gestionnaires, de pouvoir faire appel à des libéraux sur des montants de forfaitisation. Donc ça, c'est en cours. Nous avons aussi la possibilité de faire appel à des jeunes en service civique, 100 000 jeunes supplémentaires qui ont été annoncés. Ils pourront, par exemple, participer en binôme à des visites à domicile, des accompagnements de sortie d'1 heure, donc soulager aussi les équipes des établissements médico-sociaux, venir en soutien aux aidants, bien sûr, et puis intervenir parfois pour des activités de vie sociale au sein des établissements. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mobiliser ensemble la protection civile et les jeunes en service civique pour lutter, bien sûr, contre l'isolement et les difficultés éventuelles rencontrées par les personnes elles-mêmes. Nous travaillons aussi avec Pôle emploi pour recenser tous les demandeurs d'emploi diplômés ou ayant une expérience préalable dans le secteur médico-social pour leur proposer de reprendre une activité temporaire ou se faire accompagner pour revenir durablement dans le secteur. Il pourrait y avoir, par exemple, nous travaillons avec la filière hôtellerie qui est à l'arrêt, avec des personnels dont les métiers d'accueil, de service, de restauration sont une vraie compétence indéniable. Hier, les organisations gestionnaires nous ont demandé de travailler avec elles sur un renfort de la plateforme de réserve, justement en fléchant plus encore les professionnels du médico-social ayant l'habitude des situations de handicap, donc faire une communication plus large et beaucoup plus ouverte aussi sur les métiers du handicap. Donc, nous faisons feu de tout bois, tous ensemble, pour aider justement les associations gestionnaires et les services à pouvoir trouver ces renforts de personnel. On a également une question d'Emmanuel Delplace d'Hospimédia. Quelle est la situation des personnes hébergées en Belgique, notamment concernant les visites et les retours en famille? Alors, je suis extrêmement sensibilisée à ce sujet par les ARS justement des Hauts-de-France qui suivent ce dossier de près, puisque nous avons refait un point justement avec les Hauts-de-France très récemment. La situation est difficile en Belgique, ils sont encore plus touchés qu'en France. Pour l'instant, il y a toujours le maintien encore des allers-retours possibles. Nous suivons ça au jour le jour avec justement notre accord franco-wallon, que bien sûr est en pleine, je dirais, mode veille et expertise. Nous avons travaillé avec les Hauts-de-France, ont interrogé tous les établissements médico-sociaux de Belgique, enfants et adultes, pour s'assurer et pour voir où sont les difficultés, pour venir en coopération et en collaboration. Donc pour l'instant, je vous rappelle, la frontière n'est pas fermée, les allers-retours sont encore possibles, mais nous sommes extrêmement vigilants pour accompagner les personnes au cas où justement il y aurait interdiction de visite du fait de crise Covid au sein des établissements. Donc un lien constant est fait avec l'ARS Hauts-de-France et l'ARS du Grand Est qui sont totalement mobilisés sur ces deux sujets. Justement, je rebondis sur la question que je voulais vous poser. Vous avez dit que le nombre de décès augmentait depuis quelques semaines, si j'ai bien compris, en tout cas récemment. Est-ce que le gouvernement vous envisagez de prendre de nouvelles mesures restrictives si cela se confirmait dans les prochaines semaines? En fait, on agit vraiment au cas par cas, avec en complète,
je dirais, coopération, et ça a été redit hier, puisque moi je maintiens totalement le lien régulier avec les ARS, les conseils départementaux. Hier, j'avais une réunion justement avec l'ADF pour être bien, se concerter sur les établissements, et quel que soit l'établissement, je dirais, sur la compétence du financeur de l'établissement. Nous agissons vraiment au cas par cas, et s'il y a vraiment un foyer important dans un établissement, nous réagirons à ce moment-là localement. J'ai une autre question de Jean-Marc Maillet-Cantos dans Direct. Beaucoup d'enfants et d'adultes concernés par des troubles du comportement cognitif ou de l'autisme ont, durant le premier confinement, perdu le fruit d'années de travail menées avec l'appui des professionnels. Ce deuxième confinement, avec la vague d'anxiété et d'incertitude qu'il porte, va encore aggraver cette situation. Va-t-il y avoir un renforcement des prises en charge et des personnels spécialisés pour stopper et redresser cette situation ? Alors vous comprenez bien qu'un renfort, ça va être compliqué en ce moment. Le maître mot, c'est que tout reste ouvert. Donc nous ne voulons pas de perte d'acquis, parce qu'en effet, pendant le premier confinement, il y a eu des grosses pertes d'acquis, et c'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale, notamment, avait rendu prioritaire à la sortie du confinement l'accès à l'école des enfants en situation de handicap. Donc là, nous avons une situation différente, dans le sens où tous les établissements, les services médico-sociaux, les groupes d'habileté sociale sont maintenus. Et donc ça, c'est très important pour pas qu'il y ait des pertes d'acquis, justement, de toute cette prise en charge indispensable. J'étais encore en visio avec les ARS et l'ensemble de la délégation interministérielle à l'autisme, avec les responsables et les représentants des plateformes de coordination pour l'intervention précoce. Nous maintenons ce déploiement, même si c'est extrêmement compliqué pour les ARS, et je tiens officiellement à les remercier de leur mobilisation pour justement maintenir l'intervention précoce, maintenir toute l'activité avec les ergothérapeutes, psychologues, psychomotriciens auprès des enfants autistes qui bénéficient du forfait d'intervention précoce. Donc nous voulons absolument maintenir le déploiement pour arriver, je veux dire, à pouvoir être au plus près de cette intervention précoce, si importante pour agir tôt et justement permettre l'apprentissage pour ces enfants en scolarisation. Alors, une autre question de Michael Quib du magazine Être Emploi. Les aides au recrutement des personnes handicapées vont-elles être prolongées au-delà du 28 février, un délai qui est jugé très court par les employeurs pour sourcer et recruter des personnes handicapées? Alors, je dirais, ne perdons pas de temps sur cette mesure. Elle est très importante. Vous l'avez précisé, 4 000 € d'abaissement du coût du travail pour tout CDD de plus de 3 mois ou CDI signé à partir de maintenant, dès le 1er septembre jusqu'à fin février 2021. Je rappelle aussi les accompagnements sur le contrat d'apprentissage jusqu'à 8 000 €. Donc j'ai mobilisé l'ensemble des employeurs. Nous faisons des visios avec justement les signataires du manifeste inclusion, mais pas que. La semaine prochaine, j'aurai une visio aussi avec les organisations syndicales et patronales pour porter dans le dialogue social ces mesures et les faire connaître parce qu'elles ne sont pas assez connues auprès des employeurs. Nous allons alors la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées pour mobiliser les employeurs, et elle sera un focus sur les employeurs pour leur permettre justement d'activer ces mesures aujourd'hui qui ne sont en effet peut-être pas assez connues. Donc déjà, maintenez-les, je veux dire, utilisons-les, faisons-le savoir, et puis on verra s'il y a besoin encore de prolonger. Pour l'instant, c'est jusqu'en février 2021. Il y a une question maintenant sur le chômage partiel. Les personnes cohabitant avec des personnes vulnérables, avec le décret du 5 mai, avaient droit au chômage partiel. Il avait été annulé par le décret de fin août. Envisagez-vous de rétablir cette mesure, vu la violence de la seconde vague ? Alors en fait, ce n'est pas le chômage partiel qui a été annulé. En fait, le décret est venu rectifier un rétrécissement, si je puis dire, du nombre de personnes éligibles au chômage partiel. Donc là, il est réouvert plein et entier, en fait, selon le décret du 5 avril de mémoire, donc au niveau de l'éligibilité des personnes au chômage partiel. Donc nous sommes aux côtés des personnes en situation de handicap. Je tiens à préciser aussi que les personnes qui travaillent en ESAT peuvent avoir droit aussi à des arrêts si leur vulnérabilité ou leurs problèmes de santé en font état, avec un certificat médical de leur médecin pour leur permettre de toucher les indemnités journalières, puisqu'elles ne sont pas salariées de droit commun, de droit du travail, mais pour autant, elles peuvent bénéficier d'un arrêt de travail, compte tenu de leur situation de santé et de vulnérabilité au Covid, et donc sans baisse de rémunération aussi, et je pense que c'est important de le repréciser.
Alors j'ai une autre question de Emmanuel Delplace d'Hospimédia. Les acteurs de terrain semblent partagés sur les communautés 360. Celles-ci sont vues comme des coopérations non durables, partielles et aléatoires. Que leur répondez-vous? Où en est aujourd'hui le déploiement de ces communautés et combien de personnes ont pu être accompagnées? Alors, peut-être préciser pour nos auditeurs ce que ça veut dire communauté 360. En fait, c'est suite à la sortie du confinement, nous avons décidé d'accélérer le déploiement d'un numéro, le 0800 360 360, en accord avec les organismes gestionnaires, les agences régionales de santé, les départements. Pourquoi? Pour répondre tout simplement à l'absolue nécessité d'être accompagné en sortie de confinement sur l'accès aux soins et les solutions de répit, qui étaient les deux sujets majeurs. Une fois qu'on a ce numéro, qu'est-ce qu'il y a derrière ce numéro? Il y a une cellule d'écoutant nationale qui bascule sur une réponse de proximité avec justement une communauté d'acteurs. Je dis bien une communauté d'acteurs. C'est une méthode de coopération avec tous les acteurs en proximité pour trouver des solutions pour les personnes qui n'étaient pas forcément connues déjà des différentes associations et pour lesquelles la crise a accéléré justement les besoins d'accompagnement. Donc, nous sommes aujourd'hui à plus de 75 départements qui ont créé ces communautés de proximité avec une méthode de coopération, avec des acteurs qui sont élargis aussi au droit commun. Je pense par exemple tout simplement aux communes qui parfois connaissent mal les besoins des personnes en situation de handicap parce que en général, elles s'adressent plutôt à une maison départementale des personnes handicapées. Mais cette crise a révélé, en déplaçant le centre de gravité pendant près de 4 mois d'établissement au domicile, ont vraiment identifié des besoins extrêmement précis et prégnants d'accompagnement dans le milieu ordinaire de vie de la personne. Donc ce sont des communautés qui sont en train de se bâtir. Vous imaginez bien qu'avec la crise Covid, nous n'avons pas pu travailler en profondeur sur toute la qualification de ces accompagnements. Nous sommes encore en Covid, en 360 Covid, pour répondre à cette urgence, à la différence près que les établissements restent ouverts. Nous travaillons justement, et nous allons travailler avec un programme très serré dès que la crise sanitaire sera un petit peu, j'espère, redonnera un petit peu de temps aux ARS, aux départements et aux organisations gestionnaires elles-mêmes, mais qui sont extrêmement mobilisées pendant la crise pour travailler justement sur la qualité d'accompagnement. Elles perdurent, elles durent, elles sont financées, ces communautés, et elles se déploient à un rythme, je pense, qui va nous falloir accélérer compte tenu de la vraie réponse aux besoins des personnes, une réponse complètement coopérante, mutualisant les moyens, et des solutions nouvelles sont ainsi créées. Rien que quand le confinement a été remis en service début novembre, nous sommes passés de 50 appels jour à 500 appels. Donc on voit bien que ça répond vraiment à une demande très importante des personnes et de leurs aidants. Toujours Emmanuel Delplace, le travail avec les acteurs du handicap et du grand âge sur la conception de la branche autonomie a-t-il démarré? Alors, ça va un peu frustrer tout le monde. J'ai un peu toujours la même réponse, mais bon, la crise sanitaire est là, pleine et entière, avec des agences régionales de santé extrêmement mobilisées, une CNSA, Caisse nationale de l'autonomie, aussi extrêmement mobilisée pour accompagner, par exemple, les MDPH sur les prorogations de droits et sur les équipes pluridisciplinaires. Donc, on est encore en mode de crise. Donc, ces travaux vont démarrer, mais les administrations centrales et territoriales sont extrêmement mobilisées pour gérer la crise. Donc, nous prenons du retard, c'est indéniable. C'est reporté, mais bien sûr que ça sera déployé avec méthode et concertation dès que nous pourrons y travailler sérieusement aujourd'hui. Ça, c'est une question toute personnelle. Pourquoi n'arrivez-vous toujours pas à convaincre les membres du gouvernement de mettre un masque inclusif lorsqu'ils font des déclarations publiques ? Les masques inclusifs, je pense, sont importants. Alors là, moi, je l'ai enlevé pour la conférence parce que nous respectons complètement les règles de distanciation et qu'il n'y a que 3 personnes qui posent des questions. Je tiens à le redire aux auditeurs et à ceux qui regardent la conférence. Mais voilà, c'est un travail de persuasion, c'est un travail en effet important pour la lecture et pour l'information. Donc je le redirai haut et fort. Justement, nous avons un comité interministériel du handicap qui me permettra le 16 novembre de resensibiliser tous mes collègues. Je regarde s'il y en a encore. Il y avait d'autres questions, mais qui ont été abordées au cours de la conférence de presse. Je regarde s'il y en a des nouvelles. Du coup, je me permets une seconde, une petite précision. Vous avez dit que ces masques inclusifs, ils vont être commandés par l'Éducation nationale pour les maternelles, pour toutes les maternelles ou pour certains
Non, le ministre de l'Éducation nationale a passé de mémoire une commande de près de 400 000 masques. L'idée, c'était de pouvoir équiper bien sûr tous les enseignants et les classes où il y avait déjà en priorité des enfants malentendants ou sourds et en effet les maternelles pour justement être dans la communication et dans l'échange avec les enfants parce que, encore une fois, quand on pense handicap, on pense bien commun de tous et on voit bien que ce masque inclusif, il a des propriétés justement pour remettre un sourire, pour remettre une empathie, une bienveillance dans la communication et qu'il a, je dirais, un périmètre d'utilisation extrêmement large, ne serait-ce que dans les... C'est pour ça que des entreprises aussi l'ont commandé pour leurs accueils, pour leurs agents d'information, pour leurs agents en contact avec justement le grand public, parce que c'est un lien, je dirais, d'empathie et de sourire possible et donc de communication. C'est un outil de protection sanitaire, mais c'est aussi un outil de communication. Alors j'ai juste une petite précision qui nous vient de Franck Seret qui dit « Attention » en très gros. Ma question sur le chômage partiel ne portait pas sur les travailleurs reconnus vulnérables, mais sur les travailleurs cohabitants avec des personnes reconnues vulnérables, conjoints par exemple. Durant la première vague, ils avaient eu droit au chômage partiel. Envisagez-vous de rétablir cette mesure ? Je n'ai pas la réponse à cette question, je vais être franche avec vous. Ce n'est pas une demande qui nous a été faite massivement. Pourquoi ? Parce que justement les établissements et les services étant ouverts, les personnes en situation de handicap sont majoritairement dans leur lieu de vie habituel, qui sont les établissements et les services. Donc il faudra qu'on voit, qu'on regarde. Là, je n'ai pas la réponse à cette question. Je crois que c'est tout. Je n'en vois pas d'autres. Non, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Très bien. En tout cas, merci. Et puis, donc, protégez-vous tous. Maintenez vraiment cette distanciation physique, ces gestes barrières, parce que tout simplement, nous avons besoin de la mobilisation de tout un chacun pour surmonter cette vague, ce tsunami qui vraiment impacte fortement et les soignants et les personnes elles-mêmes. Voilà, je vous remercie et à bientôt.